Ce sont des images inédites qui révèlent les manœuvres du régime iranien sur plusieurs sites nucléaires. Après le site d'Ispahan, ce sont les complexes souterrains du mont de la Pioche et de Natanz que l'Iran renforce selon des images satellites que nous nous sommes procurées. Regardons ce qui se passe précisément avec vous, David Rigoulet-Rose, grand spécialiste de l'Iran, cartes et images à l'appui. Alors je le disais, deux sites nucléaires retiennent notre attention, le mont de la Pioche et Natanz. Alors on regarde, on situe Téhéran, la capitale iranienne, évidemment au nord du pays. Natanz se trouve ici, et puis on a le mont de la Pioche, qui a plusieurs surnoms, mais pour faire simple, on va prendre l'un des surnoms, le mont de la Pioche. Alors on va s'arrêter d'abord sur ce site. Les photos satellites montrent que des entrées du tunnel sont en cours de renforcement. Là, ce sont des images aériennes du mont de la Pioche. Et on va regarder plus précisément les images satellites. Ce qui est intéressant, c'est de voir le avant-après. Vous voyez, ici, là, dans cette zone, c'est les images de septembre 2025. On voit donc un arsenal assez complet. Et quand on regarde les images qui datent d'il y a 3 jours, vous voyez, il y a du béton frais qui a été coulé pour protéger ce site. C'est ce que nous montrent ces images qui ont été zoomées. David Rigoulet-Rose, pourquoi est-ce important pour le régime iranien de protéger le mont de la Pioche? Alors d'abord, il faut signaler que le mont de la Pioche, c'est le 4e site en fait, qui n'a pas été bombardé au moment justement de la dite guerre des 12 jours, en tout cas par les frappes américaines. C'est un site qui a été déclaré très récemment par les autorités iraniennes. Le sommet est à 1600 mètres, ça veut dire qu'il c'est beaucoup plus élevé que le site qui abrite Fordo, qui lui a été bombardé. Et d'ailleurs, au dire du chef de l'organisation de l'énergie atomique iranienne, M. Eslami, c'est un site qui est aujourd'hui quasi invulnérable, parce qu'il s'enfonce en profondeur à plusieurs centaines de mètres. Et quand on évoque les travaux en question, il y a un double système d'entrée qui a effectivement été obstrué. C'est aussi par rapport un retour sur expérience par rapport à la frappe américaine qui avait envoyé les GBU-57 justement par les ouvertures pour aller plus facilement en profondeur. Donc c'est une manière, en tout cas, de protéger le site d'une éventuelle frappe américaine à venir, avec les bombes GBU-57 qui ne sont pas du tout assurées de pouvoir aller aussi en profondeur que les Américains pourraient le souhaiter. On peut montrer maintenant les images de Natanz, qui, contrairement au mont de la Pioche, fait partie des sites qui ont été frappés lors de la guerre des 12 jours, les frappes américaines et des frappes israéliennes. Donc Natanz, on précise, c'est un site qui se trouve seulement à 2 km au nord seulement du mont de la Pioche, au sud de Téhéran. Des travaux de surface sont également visibles sur le site nucléaire de Natanz, qui a été endommagé lors des frappes en juin dernier. Et là, on va regarder ensemble très précisément les images satellites. Alors, on commence, alors je vais me reculer, parce que là, ça date du 31 mai, avant la frappe. Voilà. Le 30 septembre, après la frappe, on voit bien les dégâts, l'étendue des dégâts des frappes américaines et israéliennes par rapport à mai 2025. Là, en décembre dernier, c'est intéressant, c'est bien d'avoir au moins la chronologie parce qu'on voit les différentes images. Là, on voit qu'il y a un toit qui est en cours de construction. Voilà, ça a commencé en décembre, ça s'est poursuivi en janvier. Et regardez, à la toute fin de la fresque, le 9 février, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, là, le toit est totalement construit. Quel est l'intérêt, David Rigoulet-Rose, de construire un toit au-dessus de ce site? Alors, ce qui est avéré aujourd'hui, c'est que le site a été très endommagé au moment de la frappe par les Américains. Justement, et notamment, il y avait des espaces d'enrichissement, de centrifugeuses qui ont été vraisemblablement rendus inopérables. Inutilisable. En revanche, effectivement, l'idée de recouvrir l'ensemble, d'abord, c'est d'une certaine manière une couverture au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Ça laisse supposer qu'il peut ou pas y avoir réhabilitation du site à des fins opérationnelles. Rien n'est sûr de toute façon, mais effectivement ça entretient le doute aussi, et ça fait partie de la négociation, de laisser supposer qu'il y a une possible relance effectivement des activités sur le site qui avait été fortement endommagé. Je voudrais vous repositionner un petit peu pour qu'on vous voit aussi, David Rigoulet-Rose, parce qu'on a envie de vous voir, vous, et évidemment l'ensemble de ces images satellites. Évidemment, ça permet
avec ce toit qui a été construit, de cacher ce que les Iraniens font en dessous. Oui, ou ne font pas. C'est pour ça que j'évoquais le fait que ça pouvait aussi rentrer de... certains interprètent ça comme d'une certaine manière acter le fait que ce site n'est plus utilisable. Mais évidemment, le doute est permis. Et donc, c'est sur ce doute que peuvent jouer les autorités iraniennes dans le cas d'une négociation nucléaire qui est très complexe. Et pourquoi le site de Natanz fait partie des sites stratégiques que le régime veut absolument protéger? Le site de Natanz faisait partie, avec Fordo, des deux principaux sites justement de centrifugeuses. C'est-à-dire celles qui permettaient d'enrichir l'uranium à des taux plus ou moins élevés. On peut revoir les images aériennes de Natanz. Alors que le site d'Ispahan, c'est un site de conversion en hexafluorure, justement, qui permettait à partir du yellow cake de donner justement le gaz qui allait servir dans le cadre des centrifugeuses. Il s'agit de dissocier l'uranium 235 du 238, et c'est cet uranium isolé qui permet à ce moment-là un niveau d'enrichissement servant à terme de combustible nucléaire. Merci beaucoup David Rigolet-Rose. On a bien compris l'enjeu pour le régime iranien. Général Chauvency, quand on voit ces protections de ces sites nucléaires, est-ce que ça veut dire que les Iraniens partent du principe que les Américains vont frapper et qu'il faut protéger leurs sites ? Alors je répondrai un peu différemment. Je dirais simplement que n'importe quel État responsable en situation de crise se prépare à subir une frappe, et c'est le cas de l'Iran. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel État aurait fait la même chose. On est en crise internationale avec un pays voisin, ou un peu lointain, qui est prêt à vous frapper. Tout de suite, une fois qu'on a pris quelques coups, on dit ça va pas recommencer, on se prépare. Maintenant, ça veut pas... On n'aurait peut-être pas bien compris... Et puis je pense qu'au niveau iranien, ça aurait été difficile à vendre, de dire, bon, on accepte de ne plus remettre en état nos installations, parce que de toute façon, on va négocier, où on a été battu. Le message, je dirais qu'en termes de message politique, ça voudrait dire qu'ils avaient accepté une défaite, alors que c'est exactement le contraire du discours qu'ils tiennent. Donc ils sont obligés de remettre en état pour dire, on ne te laissera pas faire, on est déterminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces nouvelles constructions? C'est encore une question. On en sait, en fait, c'est aussi... Ça nous empêche ça empêche les Américains de viser aussi. Donc on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, donc on ne va pas envoyer des missiles comme ça pour un oui, pour un non. Donc en fait, moi, ça peut gêner une éventuelle frappe américaine. Pardon, excusez-moi. Ces manœuvres peuvent gêner une éventuelle frappe américaine. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne va pas lancer des missiles si on n'identifie pas la cible. Surtout que ce sont des missiles qui font à 5 mètres près. Il faut que ça soit utile, vu le prix du missile. Et puis il faut que ça soit marquant. Et après, vous avez toute la propagande qui se mettrait en marche en disant, vous voyez bien, ils lancent des missiles n'importe où, il n'y a aucun résultat. Voilà. Donc on est dans cette appropriation, je dirais, de l'espace militaire. On prend les mesures qu'il faut. Et je dirais que moi, je répète, ça ne me choque pas que les Iraniens aient fait cela comme ça. Maintenant, effectivement, ils ne montrent pas une grande détermination dans la recherche d'une solution, mais pouvait-il faire autrement? Là, je ne crois pas. Donc, par contre, moi, ce que je remarque, techniquement parlant, c'est que vous êtes capable de montrer 4 images différentes, parce qu'on voit tout du ciel, et on voit l'évolution des sites. C'est quand même extrêmement impressionnant quand on y pense, c'est qu'on est capable de voir un site quand il n'a pas été détruit, quand il a été détruit, quand il a été remis en état, et je dirais qu'en termes de renseignement, c'est quand même phénoménal. Magali, est-ce la preuve que l'Iran n'a pas renoncé à son programme nucléaire ? C'est-à-dire qu'en tous les cas, il n'a pas renoncé à manier cette ambiguïté, notamment vis-à-vis des Américains. Alors, il faut savoir que notamment à Ispahan, ce site de conversion, là, on avait eu les mêmes photos satellites quelques jours avant les frappes de juin. C'est-à-dire qu'on avait vu aussi les Iraniens essayer d'obstruer, de boucher les tunnels autour de ce site qui évidemment était l'une des cibles potentielles. Et puis il reste quand même le grand mystère de ce site du Mont de la Pioche, parce que là on est sous une montagne qui a 1600 mètres d'altitude, donc c'est beaucoup plus enterré. L'AIEA n'y a jamais eu accès. Les Iraniens, quelques jours avant les frappes, ont bien reconnu qu'il y avait sous ce Mont de la Pioche un site nucléaire. Et ça, c'est un site qui est difficile, qui serait très, très difficile à atteindre, même avec les bombes anti-bunkers. Oui, justement, en écho à la déclaration initiale de Raphaël Grossi, que vous avez mentionné, justement, par rapport à ce site, il évoquait, avant les frappes de juin 2005, il disait qu'il était évident que ce lieu abrite de nombreuses et importantes activités, et que ça demandait de pouvoir faire le point, et donc il demandait un accès qui ne lui a pas été donné, évidemment, et donc c'est ce qui alimente aussi les formulations qu'il a aujourd'hui. Les Iraniens ont répondu, c'est pas vos affaires. Alors, pour évidemment entretenir le doute... C'est dit, évidemment, à l'heure où, on le rappelle, un deuxième porte-avions américain fait route vers l'Iran. Ça prouve la fébrilité, la tension des deux côtés.